Madame, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici, surtout aussi de participer à un événement de formation politique sur les questions de la démocratie. En Suisse, on a souvent l'impression qu'on est des experts, qu'on a 8 millions d'experts sur la démocratie. Et effectivement, c'est un pays très démocratique, avec beaucoup de possibilités de participation, surtout avec la démocratie directe, mais d'autre part, si on regarde après aussi, disons, certaines attitudes vis-à-vis des droits de l'homme ou d'autres questions, on voit que quand même certains enlargissements de ceux qui sont les connaissances par rapport aux démocraties seraient importants. Donc, je me réjouis d'y être ici et de parler des enjeux de la citoyenneté dans un contexte migratoire, avec une question secondaire, est-ce que c'est important? Does it matter? Non. Le plan, c'est de parler légèrement sur la question de l'histoire de la citoyenneté par rapport aux migrations, et après de passer à la situation en Suisse, à des effets que certaines conditions ont pour la population suisse, et de discuter avec vous si c'est important effectivement de parler de citoyenneté aujourd'hui. Donc la citoyenneté, c'est, on le sait, une source de dignité sociale. Dès que c'est né avec les révolutions aux États-Unis et en France au XVIIIe siècle, et avec l'expansion durant le XIXe siècle jusqu'au XXe. C'est naturellement un respect qu'on doit aux citoyennes et aux citoyens, dû aux droits et aux devoirs qu'ils possèdent. Mais on sait aussi, surtout aussi les citoyennes en Suisse, qu'ils n'étaient pas toujours inclus, n'est-ce pas, qu'il y a eu de luttes pour l'expansion des droits. Au XIXe siècle surtout. C'était les femmes, les minorités, les juifs, les noirs aux États-Unis et ailleurs, mais aussi la question sociale des travailleurs. C'était des grands débats sur la question qui est inclus et qui n'est pas inclus dans le concept de migration, dans le concept du citoyen. Surtout si on regarde les différentes conceptions qu'on a de la citoyenneté et de l'inclusion de la citoyenneté, notamment Mussolini, donc l'inclusion par la naissance sur un territoire, ou le jus sanguinis par rapport à l'origine. Ce sont des différences fondamentales qui ont aussi géré l'inclusion des migrants par rapport aux différents États-nations qui ont connu depuis le XIXe siècle une histoire d'immigration. Notamment si on prend la Suisse, c'est un pays dont traditionnellement c'est facile d'entrer, d'immigrer, mais c'était assez difficile de devenir un citoyen. Si on le compare surtout avec les États-Unis ou le Canada, qui inversement, c'est difficile à y entrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup plus facile de devenir un citoyen. Les immigrants pensent souvent qu'ils sont passifs, mais effectivement, si on regarde l'histoire de l'immigration aussi en Suisse, et dans les autres pays européens d'immigration, on voit qu'il y a différentes formes d'engagement, n'est-ce pas? Le voisinage est important, la société civile, les associations ont été toujours importantes pour entrer, pour comprendre aussi où on vit, comment est-ce qu'il faut s'articuler dans une nouvelle société, mais aussi les syndicats par rapport aux droits sociaux ont joué un rôle important. Et pour finir cette partie historique, avant de regarder les différentes dimensions de la citoyenneté, il faut aussi dire que, disons, l'inclusion des migrants par rapport aux sociétés de destination sont indicateurs pour comprendre l'inclusivité de ces sociétés. L'immigration donne une possibilité, un vecteur, c'est un vecteur, un indicateur pour montrer, pour vérifier jusqu'à quel point les sociétés sont capables de prendre le challenge, le défi et changer aussi sa propre constitution. Et dans ce sens, si on parle de citoyenneté, on doit donc parler de cette forme d'inclusion par rapport à 3 dimensions qui sont importantes pour comprendre la citoyenneté. Une sont naturellement les droits classiques des personnes, les droits civils, celle de pouvoir
avoir et profiter de la liberté d'expression, la liberté d'association et surtout aussi de réunion, de se rassembler. Ce sont des droits classiques qui sont nés au XVIIIe siècle et qui font encore aujourd'hui partie de ce qui est la citoyenneté. Et ce, par rapport aux migrants, c'était un droit limité jusqu'aux années 70-80, et à partir des années 90, il y a eu une expansion de ce droit, aussi de liberté d'association par rapport à des groupes politiques. Les droits sociaux sont les droits d'entrée dans une société moderne, n'est-ce pas? Parce que ils dépendent du travail, des contributions qu'on donne aux assurances, au réseautage pour, disons, sauver les gens s'ils tombent dans des risques de la vie. C'était une des grandes expansions du droit de citoyenneté, de penser aussi aux droits sociaux. Ce sont donc aussi des droits de solidarité vis-à-vis des autres. Et pour les migrants, avec leur contribution, c'est la porte d'entrée pour pouvoir profiter aussi de sécurité qui était pensée dans l'État-providence moderne à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et les droits politiques, naturellement, sont importants. Monsieur le conseiller d'État l'a mentionné. Neuchâtel est à l'avant-garde de ce qui était les droits politiques pour les immigrés, pour les migrants, pour les non-suisses, disons. C'est un droit au niveau des communes, mais aussi dans l'Union européenne, on trouve aussi naturellement au niveau de l'Union européenne elle-même. Donc, c'est l'idée que les droits sont attribués à ceux qui vivent dans une commune, dans une municipalité, indépendamment de leur origine nationale. Parce que là où on vit, on est dépendant de décisions qui sont prises, et c'est le lieu donc aussi de la participation. Maintenant, où est-ce que se trouve la Suisse par rapport aux pays voisins, si on doit voir jusqu'à quel point, disons, les gens peuvent y entrer. Et ça, c'est notre projet initial, une des études qu'on a fait, l'acquisition de la citoyenneté avec la naturalisation ordinaire, donc c'est normal, par facilité. Et on voit que la Suisse, mesurée avec d'autres pays européens, se trouve, disons, dans une situation, dans un voisinage exclusif par rapport à ce qui est l'attribution de la citoyenneté. Donc, ça signifie que c'est beaucoup plus difficile de devenir citoyen suisse que dans les autres pays. Vous avez là, par rapport aux indicateurs légaux, disons, les positionnements de la Suisse. Mais vous savez, la Suisse c'est un pays fédéral, donc parler de la Suisse, comme on disait, on sait dire la Suisse n'existe pas, il y a beaucoup de Suisses. Et si vous voulez voir, disons, jusqu'à quel point l'inclusion par rapport à la naturalisation est inclusive ou exclusive ou plus restrictive, disons, vous voyez qu'il y a une forme de gap en Suisse. Ici, c'est la durée de résidence qui rend possible de devenir suisse, qui a été mesurée, mais sur ce site du NCCR de Move, qui est trilingue, allemand, français et anglais. Vous pouvez accéder à différentes catégories pour voir comment est-ce que les différents cantons attribuent l'accès à la nationalité. Mais ce n'est pas seulement l'accès à la nationalité qui est intéressant, ou le droit de vote par rapport aux migrants qui se trouvent dans les différents cantons. On a aussi cherché de voir quels sont les droits des Suisses qui ne sont pas résidents en Suisse, pour voir s'il y a une différenciation aussi. Et il y a naturellement des grandes différences. Les prochains slides le montrent. Ça, c'est l'inclusion par rapport à la naturalisation, sur les questions de résidence. Et vous voyez que les cantons ont des différentes manière de gérer cette forme de passage du statut d'étranger au statut de citoyen suisse. Et vous voyez donc qu'il y a des grandes différenciations par rapport au droit de vote dans les cantons. Il y a aussi des différences. Naturellement, il y a les cantons classiques, surtout les cantons romands, qui ont prévu ce droit
dans leur constitution, et il y a certains cantons dont on va parler qui l'ont dans leur constitution, mais ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas appliqué. Et vous avez ici aussi vous voyez ici le canton de Neuchâtel, le canton de Fribourg, pour lequel les personnes ont aussi un droit d'être élues. Mais je pense qu'ici, il faut le contrôler, selon moi, ce n'est pas complètement clair. Ce que vous avez ici, c'est aussi un parcours, un slide qui montre le parcours de personnes à droite qui sont entrées avec un permis B, non? Et les années qui sont passées pour pour changer de statut. Et vous voyez que certains, encore après 17 ans, ont ce statut. Ce sont des gens qui sont entrés en 1998 en Suisse avec un permis B. Et après, disons, à partir d'une certaine période, surtout après 8 ans ou 12 ans, ça commence à changer fortement. Non? Et après 17 ans, autour de 25-30% de ces gens qui sont entrés et qui ne sont pas repartis sont devenus des citoyens. Donc ça, c'est le parcours qu'on peut montrer avec des études longitudinales. On a fait aussi une enquête pour comprendre combien de personnes désirent devenir suisses. Et vous avez ici dans ce slide le résultat de cette enquête. Un tiers n'a aucun intérêt, disons, ne sait pas s'ils veulent ou elles veulent devenir suisses. 40% le désirent, ont un intérêt à le faire, et 25% n'ont pas d'intérêt à le faire. Et vous avez ici un autre slide qui montre, disons, aussi par rapport à un axe longitudinal, que, disons, comment est-ce que, pour ceux qui sont entrés en 98, quelle était, disons, la progression par rapport à la naturalisation, et vous voyez que le grand intérêt sont surtout les pays non européens, les non du monde industrialisé qui ont un intérêt à devenir suisse. Les premiers Européens, disons, sont les Russes, les Romains et les Ukrainiens, et après les Polonais. Les paysans, disons, les ressortissants des pays voisins ont un intérêt inférieur à la naturalisation. Monsieur le conseiller d'État l'a déjà mentionné, il y a dans le canton de Jura, Neuchâtel, un droit de vote actif au niveau cantonal. Au niveau communal, il y a un droit de vote actif et passif. Ça compte, comme j'ai dit avant, pour le canton de Neuchâtel, Jura, Vaud et Fribourg. Et il y a aussi un droit de vote actif au niveau communal. Ça compte aussi seulement pour Genève et Saint. Et les autres cantons, l'Appenzell extérieur, les Grisons et Val-Ville, ont ce droit de vote facultatif. Donc c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, mais ça doit être appliqué par les communes. Maintenant, je vous montre, je m'excuse parce que les données ne sont pas récentes, les élections 2011, pour montrer comment est-ce que les personnes issues de la migration, donc, votent par rapport aux Suisses. Ça a été aussi déjà annoncé. Ce que vous voyez, c'est la participation aux élections nationales était mineure par rapport à ceux qui sont issus de la migration, de 35% vis-à-vis de 51%. Mais ce qu'on voit aussi reparti par les différents partis, c'est plus ou moins, ils votent plus ou moins pour le même parti. Un peu moins pour l'UDC, un peu plus pour le PS, mais en général, disons, la distribution est la même. Donc, si on veut regarder le comportement de vote de ceux qui étaient des immigrés, des étrangers aussi en général, ils votent moins. Et ça dépend naturellement du statut socio-économique. C'est toujours comme ça, disons, la participation politique est fortement liée, une forte corrélation avec le statut économique et social des gens. Ça dépend du capital social, donc du réseau que les gens ont, mais aussi de la langue, dans la durée de la résidence. Plus longue est la résidence dans une certaine commune, plus forte aussi la participation. Ils votent donc pour tous les partis, un peu plus pour les partis de gauche que pour ceux de droite, mais ça, on a beaucoup d'exemples d'autres pays d'immigration comme le Canada, dans lesquels ils ont une grande partie des migrants votent pour les partis de droite. Ça dépend naturellement de la socialisation politique.
dans la famille politique, disons, dans laquelle on a été socialisé, ça a une répercussion aussi par rapport à la participation. Et c'est aussi clair que les préférences changent avec l'âge et avec les régions dans lesquelles on vit. Donc, il y a une culture politique cantonaux qui amène un certain intérêt politique que la nôtre. Donc, le comportement politique dépend de différents facteurs. Et les immigrés, ça c'est le plaidoyer que je veux faire ici, sont des citoyens comme tous les autres. Ce n'est pas un groupe monolithique. L'intérêt politique ressort aussi des intérêts disons, très matériels qu'on peut avoir. Non? Et les rôles dans lesquels on vit, ce n'est pas toujours le même. On peut être parent d'un enfant et donc avoir là certains intérêts par rapport à la communauté de l'école. On est automobiliste, on participe aussi, disons, à la mobilité, et là, dans ce cadre, on a des autres intérêts. Et donc, le plaidoyer de mentionner, de souligner que les intérêts peuvent varier selon les intérêts, selon les choix politiques qu'on est en train de faire. Donc, est-ce que c'est important? Est-ce que la citoyenneté est importante? Pour ceux qui... Est-ce qu'il apporte aussi quelque chose? Pour ceux qui argumentent avec un oui déclaré, c'est important parce que la citoyenneté donne accès aux droits, comme je l'ai mentionné avant. Elle renforce la légitimité du système politique, parce que plus inclusif est un système politique, plus de légitimité ce système a. La citoyenneté facilite l'action collective, donc permet aux gens de se rassembler et de faire et de s'engager dans leurs propres affaires. Donc c'est une participation à ce qui est notre système politique. Et il renforce naturellement aussi l'identification avec la société dans cette participation. Mais pour ceux qui argumentent avec un non, ils disent ok, mais il y a disons, le fait d'être naturalisé et de ne pas être un Suisse de souche nous amène à être, disons, des citoyens de seconde classe. Et dans ce sens, la participation n'est pas vraiment pertinente. Il y a d'autres intérêts qui sont beaucoup plus importants, notamment les intérêts économiques, le travail, l'emploi. Ça compte plus que la citoyenneté ou le droit politique. Et il y a aussi une critique post-nationale à la citoyenneté qui argumente dans le sens qu'il y a des autres droits qui sont précieux, notamment les droits de l'homme, et qui sont aussi beaucoup plus importantes que la citoyenneté aujourd'hui, qui a, disons, un range qui est surtout national, communal ou cantonal, et ne protège pas vraiment. Bon. Moi, disons, on peut discuter de cela, naturellement. Il y a des preuves empiriques par rapport à l'expansion de ceux qui sont les droits. Si vous regardez l'indicateur MyPEX, ici c'est celle de 2015, mais il y a tous les 4 ans un renouvellement de ces indicateurs, c'est mypex.eu. C'est un indicateur qui mesure, disons, l'inclusion des systèmes démocratiques en Europe. Vous voyez là qu'il y a une expansion générale des droits politiques, surtout aussi vis-à-vis des non-citoyens. C'est un processus assez fort. Et que c'est aussi clair que le citoyen naturalisé participe plus que les non-naturalisés aux événements politiques, et que ceux nés en Suisse sont plus actifs que ceux nés à l'étranger, de ceux qui sont naturalisés. Donc, ça signifie aussi que les migrants de deuxième génération se comportent politiquement comme les Suisses, comme les autochtones, comme ceux qui sont d'origine suisse. De nouveau, un plaidoyer pour se rendre clair que l'importance de la socialisation par rapport aux communes, le voisinage, qui est très importante pour le comportement politique, mais ce comportement est aussi influencé par l'âge, l'éducation naturellement et la durée du séjour déjà mentionné. La naturalisation a des effets, comme je l'ai déjà mentionné, sur la connaissance des liens et de la participation politique.
Et c'est surtout quelque chose qui touche des migrants qui viennent de pays non démocratiques, parce que la possibilité de participer et de pouvoir avoir une influence sur la société est évaluée d'une manière fortement positive. Donc, d'autres preuves empiriques montrent qu'avec l'augmentation de l'électorat migrant, il y a aussi une corrélation vis-à-vis de l'enlargement des droits, qui est lié fortement à ce fait que des personnes issues de la migration ont des droits politiques. Mais c'est aussi évident dans la littérature que la tolérance diminue dans les pays qui ont des régimes de citoyenneté exclusive. Plus exclusive est ce régime, moins forte est la tolérance vis-à-vis de la pluralisation des sociétés. Ce qui est aussi clair c'est que naturaliser des citoyens migrants naturalisés ont des salaires plus élevés et aussi des meilleurs, ils occupent aussi des emplois avec un statut plus haut. Mais il faut aussi mentionner qu'il y a un dilemme vis-à-vis de la naturalisation, ou aussi de la pluralisation de nos sociétés. Ça s'appelle le dilemme du progressiste. La diversité sape le sens de solidarité, et ça c'est une des préoccupations, donc plus pluriel nous devenons, moins solidaires on est. Ou, contre-argument est de dire la politique d'adhésion inclusive génère un sentiment de valeur partagée et de solidarité vis-à-vis de l'autre. Donc là, c'est un débat qui est encore en cours, reste ouvert, mais c'est évident que un des prochains grands thèmes, c'est naturellement la distribution du welfare et qui a droit à ce welfare. Et donc, la lutte, disons, vis-à-vis de la définition de ceux qui font partie de notre coalition. Pour conclure, la citoyenneté permet l'inclusion et la cohésion individuelle. Les personnes intéressées à la politique ont un capital social majeur, donc beaucoup plus de réseautage, et dans lequel ils apprennent, ils peuvent aussi exprimer cette valeur de participer. Et ce capital est quelque chose d'important pour les démocraties et doit être renforcé. Le clivage entre gauche et droite est moins important. La participation est importante pour arriver dans un état qui permet de s'intéresser aux propres affaires, indépendamment des autres acteurs dans la société. Donc on n'a pas besoin des avocats pour défendre les propres intérêts, on a la capacité de défendre les intérêts d'une manière individuelle. Et ça c'est important pour la démocratie, parce que là, cette compétence est celle qui est un des plus grands gains de la démocratie à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. Et ça c'est la dernière slide. La citoyenneté a donc une influence dans le sens de faire accroître la participation. Elle a aussi une influence économique. Et elle renforce l'identité vis-à-vis de la communauté dans laquelle on vit, et donc aussi de l'intégration sociale. Et je vous remercie pour votre attention.